ouais, c'est un gros, c'est un gros sujet de développement. Ça l'est déjà depuis un petit moment et ça l'est encore plus aujourd'hui. On a démarré de manière un peu concentrique par un calendrier français pour des gens qui sont francophones. Là, je pense que 2025 va être la meilleure année de l'histoire du running en termes de course, en tout cas, d'événements. La plupart des gros événements affichent tous complets. Et pour certains, en une journée, en quelques heures, en quelques minutes, effectivement, il y a un engouement. Oui, c'est sûr que je ne sais pas si on est en avance, mais en tout cas, si on l'est, il faut le rester. Hein. Donc, donc c'est une bonne chose de l'être, mais c'est tout aussi dur de le rester. Donc... Donc on est reparti pour la première mi-temps. Alors la première mi-temps c'est très simple. Autant avant voilà, on avait un petit prolongé, etc. Mais là voilà, l'idée c'est de discuter un peu de vos activités, d'apprendre un peu à connaître comment vous les menez, comment vous menez vos offres, comment ça se passe du côté finishers et Run Motion Coach. Et il y a une première chose dont on a parlé du coup là c'est pour toi Romain pendant l'échauffement. Tu parlais du coup que Run Motion du coup utilisait l'IA pour faire ses programmes, etc. Est-ce que tu peux préciser un peu comment vous l'utilisez justement parce que c'est hyper intéressant. En fait, quand on a créé l'application en 2018, on avait nos propres moteurs d'IA, en fait, nos propres algorithmes, avec un degré de complexité qui est déjà assez important, avec des multiples paramètres qui sont pris en compte, en prenant en compte le niveau de la personne, son expérience, ses jours d'entraînement disponibles, mais aussi ses sports d'entraînement disponibles, ses terrains, si quelqu'un fait du trail, s'il a accès à la montagne ou pas, parce que forcément tu n'as pas les mêmes entraînements. Quand tu as accès qu'à des côtes de 30 secondes maximum, tu peux pas proposer des séances avec des côtes de 10 minutes par exemple. Oui. Donc il y avait ces sujets-là, on l'a perfectionné de plus en plus avec l'état de forme par exemple, avec à quel moment tu veux placer ta sortie longue dans la semaine, si tu veux réadapter en fonction de des états de santé par exemple, si tu as des vacances, tu as des gens qui peuvent s'entraîner plus ou qui peuvent s'entraîner moins en fonction du type de vacances que tu fais. On a intégré l'année dernière aussi des cycles menstruels, donc on a des algorithmes en fait qui sont déjà très perfectionnés. Et puis déjà en 2018, on avait la volonté de créer un chatbot, puisque en fait on a dans l'application, tu peux retrouver un plan d'entraînement personnalisé. Donc ça c'est super important, c'est d'avoir ton plan dans tous les cas. Et puis on juge que c'est important aussi d'avoir un peu une psychologie en fait du coureur. Donc il y a des gens qui aiment bien être poussés, d'autres qui aiment bien avoir un coach plus positif ou plus philosophe. Et donc on a créé en 2018 trois coachs, coach autoritaire, coach philosophe ou coach positif. Okay. Et donc ça avant même l'arrivée de l'IA et notamment l'IA générative. Et donc ça c'est des choses qu'on faisait déjà en interne au sein de Run Motion Coach. Et puis l'arrivée des nouvelles technologies permettent quand même d'aller plus loin, notamment sur l'analyse des séances. Là on a boosté certains moteurs d'intelligence artificielle pour analyser ces séances-là et faire un retour encore plus qualitatif et encore plus personnalisé aux coureurs. Donc on se sert aussi de ces nouveaux outils. Et puis on se sert aussi pas mal de ces outils d'IA. Évidemment, donc, on va dire dans le cœur du métier de Run Motion, mais aussi tous les à côté. Par exemple, quand on veut traduire dans une nouvelle langue, on fait déjà un premier jet via les outils d'intelligence artificielle. Ça fait gagner beaucoup de temps et après, ça permet de concentrer la haute valeur ajoutée en fait, sur les 20 derniers pourcents. Et là où on a des personnes qui travaillent dessus, mais qui utilisent en fait ces outils d'IA. Et donc, je dirais que c'est vraiment super important d'utiliser l'IA dans son cœur de métier, mais souvent on peut avoir certaines réticences dans son cœur de métier parce que y a des données qu'on ne veut pas forcément partager et qu'on ne peut pas forcément partager. Si c'est des données d'utilisateurs, il faut les anonymiser dans tous les cas. Et puis après, il y a tout l'à côté. Et c'est finalement aussi, je pense, la chance que les gens peuvent avoir en 2025 quand ils créent une boîte. C'est que en 2017 ou 2018, quand on a créé l'entreprise, en fait, il faut tout créer de zéro. Ça prend beaucoup de temps, alors que maintenant, on peut déjà avoir presque un community manager, un premier niveau en tout cas avec l'IA. On peut planifier plein de choses. Et donc, je pense que c'est assez excitant en fait en ce moment ce qui se passe autour d'IA. Tu confirmes sur le fait que ça demande beaucoup de temps quand il faut tout créer de A à Z au départ. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça te permet de gagner beaucoup de temps et, comme dit Romain, d'avoir déjà des ressources sur plein de choses beaucoup plus facilement. Donc après, nous, on utilise forcément l'IA dans ce qu'on fait, peut-être moins au cœur de notre activité. Est-ce que vous utilisez Oui, nous on l'utilise sur certaines briques, sur la traduction, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on utilise beaucoup. On a nos propres outils de traduction dans lesquels on intègre de l'IA. Nous, on va l'utiliser sur du traitement de données, d'aller essayer d'identifier des événements qui ne seraient pas à jour, des choses comme ça, qui est quand même un peu dans notre cœur d'activité. Maintenant, c'est moins
Nous, on l'a utilisé quand c'est arrivé et vous avez été plutôt avant, précurseur, en avance ouais. sur la technologie. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait gagner, enfin, ça rebat beaucoup de cartes sur tout un tas de choses dans la façon de créer une boîte, mais pas que. Hein, mais forcément, ça devient incontournable. Hein, donc, faut l'intégrer. Ouais, ça devient presque obligatoire si tu veux. Parce que le monde de la course à pied, du running et tout, c'est hyper compétitif. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent et tout. Donc, il faut réussir à se démarquer. Donc, là, quand je vois l'offre de Run Motion, je me dis c'est peut-être la plus complète en termes de. Parce que justement, vous avez eu beaucoup d'avance en fait. Donc, ça vous a permis de prendre une longueur d'avance et tout sur le reste. Finishers, de nous aussi, enfin, de ce qu'on connaît, c'est celui qu'on utilise en premier direct quand on veut trouver une course, des choses comme ça. Donc, vous avez tous les deux, vous êtes un peu en avance sur le marché, mais je me dis ça doit être quand même important de se démarquer tout le temps. Oui, c'est sûr que je sais pas si on est en avance, mais en tout cas si on l'est, il faut le rester. Hein. Donc, Oui, ouais. donc c'est une bonne chose de l'être, mais c'est tout aussi dur de le rester. Donc c'est vrai que oui, c'est un travail quotidien voilà, d'intégrer des nouveautés, des choses qui sortent, et l'IA est forcément la plus importante de notre génération, décennie, j'en sais rien, mais en tout cas, Oui, au actuellement, moyen quoi. que ça. Oui, puis maintenant aussi, tu peux faire plus de choses avec une équipe plus restreinte. Ouais. Par exemple, on est 8 personnes. Si on devait, tout ce qu'on fait, si on devait le faire, peut-être qu'on aurait besoin de 20 personnes en fait. Mais si tu utilises des outils, derrière, il faut toujours qu'il y ait une expertise humaine dans tous les cas. Donc on a plutôt tendance à recruter des personnes spécialisées dans leur domaine. On a un graphiste qui est là Derrière les juste caméras. derrière les caméras. L'idée, c'est quand même d'utiliser aussi l'IA pour faciliter, pour créer encore plus de contenu, mais derrière, quand même, d'avoir des vraies personnes qui utilisent ces IA. Et par contre, possiblement, ce qu'on fait là, effectivement, si on n'avait pas du tout d'IA, on serait obligé d'avoir 15-20 personnes pour le faire, mais quand on utilise très bien cette intelligence artificielle, on peut en fait produire plus avec une équipe qui reste plutôt restreinte. Ok. Et pour les programmes, il y a aussi un suivi donc on va dire de vrais coachs ou là pour le coup c'est Non, c'est full IA. Après, on a un service client. Donc, si des gens ont des questions vraiment spécifiques sur leur plan d'entraînement, s'ils pensent qu'il y a une erreur ou s'ils ont une question vraiment très, très spécifique liée à leur programme, ils peuvent nous écrire. Et là, on a un petit service client qui est aussi, encore avec l'IA, va rediriger déjà avec un premier niveau de réponse, avec déjà des ressources qui sont à disposition des personnes. Et puis, il y a toujours la possibilité de demander l'intervention d'une personne derrière. Et donc là, nous, vu qu'on a quand même des gros volumes avec un grand nombre d'utilisateurs, déjà d'avoir ce premier niveau qui répond à une grande partie des interrogations, c'est super. Et puis après, on se concentre sur finalement les réponses qui nécessitent le plus de valeur ajoutée. Et donc ça, on le fait bien et on s'engage à répondre, alors forcément pas les week-ends, mais en tout cas à moins de 24 heures quand c'est la semaine. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des process qui sont efficaces. Ok, trop bien. Et par exemple, justement, si moi et Tom on court beaucoup, bon, pas à ton niveau, mais voilà, on court, on va courir du dimanche quoi. C'est quoi un peu le parcours client, on va dire? C'est-à-dire que voilà, si je veux un programme Run Motion Coach, il faut que j'aille sur le site. Et après, c'est là ou c'est sur l'appli directement plutôt? C'est tout sur l'appli, donc tu télécharges l'application gratuitement sur Apple Store ou Google Play sur ton téléphone. Tu rentres ton niveau, ton expérience actuelle, et puis après, il faut rentrer un objectif. Donc l'objectif, il peut être de débuter la course à pied, il peut être de faire un 10 km. À Lyon, il y a des 10 km en octobre, par exemple. Il peut y avoir la Saint-Élion en décembre. Donc c'est rentrer un de ces objectifs, et puis on s'assure quand même que l'objectif est réaliste. Tu mets le nombre de jours d'entraînement que tu veux, ça te génère ton programme d'entraînement personnalisé. Ok. Et donc là, tu as un super plan, pratiquement comme si tu avais un coach perso en fait. La seule différence par rapport à un coach perso, c'est qu'un coach perso, par exemple, si tu as vraiment des grosses spécificités ou si tu es un champion et que tu veux t'entraîner 12 fois dans la semaine, tu vas avoir certaines spécificités que l'algorithme ne va pas prendre en compte parce qu'on ne s'adresse pas aux grands champions, on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui a des objectifs, qui est un amateur ou amatrice et qui veut se faire plaisir et qui veut progresser. Et l'avantage par rapport à un coach personnel finalement, c'est que tu peux adapter, tu es autonome dans l'adaptation de ton plan. Et le coach est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est quand même un gros plus. Et par contre, tu n'auras pas l'échange au quotidien avec un coach, donc ça correspond pas forcément à tous les coureurs. On n'a pas la vocation à entraîner tous les coureurs et on n'a pas vocation non plus à prendre le travail des coachs, mais vraiment s'inscrire dans une complémentarité.
Et c'est ça que les gens aiment. Et puis quand on est coureur, idéalement on est coureur pendant 15-20 ans, il y a des moments où on aura envie d'avoir une application, d'autres moments peut-être un coach perso, peut-être un club. Puis il y a d'autres moments pas de solution d'entraînement parce qu'on a juste envie de... Ça dépend de ton âge aussi, tes envies. Oui, exactement, ouais. Le Ça, cycle de vie. Et nous, par contre, ce qu'on a découvert quand même, parce que ce que les gens imaginent, c'est que le coureur, il a un parcours standard, en fait, pas du tout. Tu as des gens qui démarrent là en 2025, qui vont faire un marathon déjà en 2026. Tu as des gens qui auront couru pendant 10 ans et qui vont enfin se lancer sur un marathon. Il y en a d'autres qui feront jamais de marathon et c'est très bien, qui s'arrêteront à 10 km. Et donc, ouais, c'est ça qui est pas toujours simple à imaginer, c'est que dans les parcours utilisateurs, en tout cas, on peut en imaginer certains, mais en fait, chacun a vraiment une spécificité. Ouais. Il va avoir un usage de l'application qui va être un peu différent. Et donc, ça nous faire en sorte que l'application soit la plus modulable possible, la plus complète possible pour répondre aux enjeux de chaque personne. Surtout là, on voit ces derniers temps, avec les réseaux, des choses comme ça, que tout le monde se met pas la course à pied, mais C'est vrai qu'il y a de plus en plus. bien démarré. Donc, c'était un petit peu. Ouais, tout le monde veut s'inscrire pour un semi, un marathon, donc faut des coachs, faut un suivi un petit peu. De toute façon, vous devez le voir avec Finishers, peut-être l'augmentation des gens, là, à quel point, on en discutait hors caméra, mais le nombre de gens, à quel point ça se remplit vite, quoi, les courses, etc. Ouais, là, après le Covid, il y a eu une période de rattrapage qui a été assez. Je sais pas si elle a été assez lente, mais ça a pris un peu de temps. Là, je pense que 2025 va être la meilleure année de l'histoire du running en termes de course, en tout cas, d'événements. Voilà, quasiment la plupart des gros événements affichent tous complets. Et pour certains, en une journée, en quelques heures, en quelques minutes, effectivement, il y a un engouement qui a eu par le passé, mais qui est en train peut-être de même être supérieur à ce qu'il y a pu y avoir dans les plus belles années avant. Donc on ne sait pas trop si ça va continuer, jusqu'où ça va aller, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a il y a un engouement énorme pour la course à pied. Ça devient un sport d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes, vraiment qui touche toutes les générations, toutes les classes sociales. Vraiment, c'est en train de devenir quelque chose de. Ouais, c'est commun. Qui rentre dans la société, quoi. Ouais, qui rentre dans les mœurs. Phénomène de société, presque. Donc, c'est sûr que. Parce que c'est facile d'accès en plus. C'est ça, en fait, je pense. L'aspect le plus positif, c'est que tu peux le faire à ta pause du midi, si tu peux le faire en rentrant du taf. C'est facile d'accès, on dit souvent c'est pas coûteux, attention quand même, parce que ça dépend, dans un simètre ça commence à être un bon budget, mais disons que c'est plus simple que de devoir être 2x11 pour faire un foot, ou je sais, même 2x5, voilà. Oui, puis tu peux t'entraîner quand tu veux, là où si tu vas dans un club, tu veux, où tu veux, il n'y a pas besoin spécialement de matériel, en tout cas au début, donc ça reste effectivement... Ouais, mais ça vous challenge un peu, j'imagine, du coup, Finishers, le fait de... Du coup, il faut trouver des courses, ça change un peu la façon dont nous, notre métier, c'est à la fois d'aider des coureurs à accéder à des événements, en tout cas à ceux qu'ils ont envie de faire, et d'aider des organisateurs d'événements à promouvoir leurs événements. Quand on a démarré ce projet, on avait des organisateurs d'événements qui étaient clairement dans la merde, parce qu'on s'est lancé en plein Covid, donc il y a eu au début, on avait des organisateurs qui venaient nous voir en nous disant « Moi, mon problème, c'est de remplir ma course ». C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins d'organisateurs qui viennent nous voir en nous disant mon problème c'est de remplir ma course. Ça n'empêche qu'ils ont quand même des problèmes, donc on est toujours là pour essayer de trouver des outils, de créer des outils pour les aider. Donc aujourd'hui, il y en a même qui ont des problèmes qui sont comment je gère le fait que je remplis ma course en 20 minutes, parce que c'est pas si simple non plus. Comment je gère la frustration de ce compte de dossard, comment je gère le fait que avant j'avais 6 mois de période où j'avais des choses à raconter jusqu'à ma course, et là en fait en 20 minutes ma course est complète, et puis elle est dans 6 mois, et puis il ne se passe plus rien. Donc il y a plein de choses, ça ouvre plein de nouvelles discussions, plein de nouvelles opportunités, etc. Mais c'est sûr que c'est plus forcément les mêmes que celles qu'on avait à l'origine. Et en même temps, il y a toujours des événements qui, malgré tout, sont à la recherche de participants. C'est-à-dire que c'est pas encore non plus un ruissellement qui fait que tous les événements de France sont complets. Donc il y a des événements qui sont extrêmement demandés et sold out, et d'autres qui, malgré tout, ont encore besoin de montrer qu'ils existent. Donc nous, ça crée pas mal d'opportunités. Et côté coureur, c'est pareil. Là où avant... maintenant, c'est une guerre au dossard, quoi. Aujourd'hui, les coureurs sont vraiment dans une logique de comment je m'assure et je sécurise de pouvoir avoir des dossards sur des événements qui deviennent hyper inaccessibles. Là où avant, à part des marathons de New York, des marathons comme ça, les plus gros, c'était réservé quand même à
quelques événements sur la planète. Maintenant, ça devient très courant de ne pas pouvoir avoir de place pour une course. Je crois qu'ils parlent même au marathon de New York de faire 2 marathons de New York le même week-end, tellement il y a de demandes. Ils pourraient en faire 100, ils auraient toujours de quoi satisfaire les gens. Donc c'est assez... plus de demandes. Ouais, c'est ça que ça génère des frustrations. Et voilà. en tant que pratiquant, c'est pas évident de se dire, tiens, dans 10 mois... Alors évidemment, si c'est le marathon de New York, tu le sais généralement à l'avance. Quand c'est ton objectif principal, il n'y a pas de souci. En général, tu prévois quand même pas mal à l'avance. Et même des petits trails pas loin de chez nous, même des fois des semi-marathons d'ailleurs. Semi-marathon autour d'Annecy il est déjà plein plus de 6 mois avant. Oui, c'est vrai que tu as des courses, pas possible. T'as des courses, t'as pas forcément envie, même un 10 km, t'as pas forcément envie de t'inscrire 10 mois avant, quoi. Non. Oui. Et donc c'est vrai que ça, du point de vue du pratiquant, c'est quand même un sujet. Ouais. Donc c'est sûr que ça repense un peu notre façon d'aborder les choses, mais de manière positive. Enfin, c'est quand même... c'est ça que s'il y avait... J'allais dire, quand on a démarré ce projet, c'était le but, de se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à des événements, c'est super. Et donc on est quand même sur une dynamique qui est chouette, ce marché se porte bien. Donc, mais il y a plus d'événements du coup aussi. Est-ce qu'en conséquence, les organisateurs se disent je fais plus d'événements? Il y a pas mal de créations, je pense qu'il y a pas mal d'événements qui sont... Enfin, on n'a pas forcément de chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'événements qui ont disparu avec le Covid. Okay. Parce que par des spécificités qui font que beaucoup d'événements sont encore associatifs, donc n'ont pas forcément été accompagnés par les plans, les différentes aides qu'il y a eu, même si ça a été un peu le cas sur la fin. Mais donc il y a pas mal économiquement d'événements qui sont morts. Il y a pas mal d'événements aussi, étant aussi associatifs, 1 an, 2 ans, 3 ans sans événement, remobiliser des bénévoles, remobiliser une association, ton événement, souvent l'événement a disparu et c'est potentiellement un nouvel événement qui s'est recréé. Donc effectivement là on voit beaucoup de nouveaux événements qui arrivent, aussi beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas forcément tournés vers la course à pied qui commencent à s'y mettre. Nous on a travaillé sur la We Run Paris, qui est un 10 km organisé par le Paris Saint-Germain. On travaille avec une course qui aura lieu à Roland-Garros qui est organisée en partenariat avec la Fédé de tennis, le Stade Toulousain. Enfin, vous voyez, des acteurs qui sont dans l'univers du sport, mais pas dans la course à pied, qui commencent à se dire ok, tout le monde en fait, mes fans le font, même si je suis un club de rugby, c'est pas déconnant d'aller organiser une course. Je vais toucher mes fans de rugby, mais de la famille aussi. Donc on voit bien que il commence à y avoir ce qui suit maintenant, c'est les marques s'y intéressent, beaucoup d'autres acteurs s'y intéressent. Donc oui, il y a de plus en plus de courses, peut-être un peu moins organisées un peu différemment, parce qu'en France encore, on avait beaucoup d'organisations associatives. Il en reste encore beaucoup, mais il y a de plus en plus d'acteurs privés, forcément. C'est des gros événements qui commencent à générer des revenus, qui commencent à devenir des activités véritablement rentables. Donc du coup, ça modifie un peu aussi le profil des organisateurs d'événements. Mais c'est un peu une suite logique quand même de l'évolution de ce marché. Oui, bien sûr. Et il y a un truc qui est intéressant avec vous deux, un point commun, c'est que vous avez tous les deux cofondé l'entreprise. J'aimerais avoir votre avis un peu, justement, ce que ça apporte en fait, de cofonder l'entreprise, de ne pas être tout seul. Parce que il y en a qui vont lancer tout seul l'entreprise, qui préfèrent aussi. Mais vous, peut-être toi, Romain, pour commencer, comment... En plus, toi, c'est avec ton frère, du coup. Ça fait quoi de cofonder une entreprise? Est-ce que, du coup, la répartition des tâches est plus simple? C'est plus simple aussi de mixer les idées, de pouvoir avoir un avis autre que le sien. Ça apporte quelque chose, vraiment? Je pense que c'est important de ne pas être tout seul. Alors, il y aura toujours des contre-exemples, mais je pense d'être au moins 2 cofondateurs, je pense que c'est très bien. 3, des fois, ça peut être compliqué. Il y en a souvent un 3e qui peut avoir du mal à trouver sa place à un moment donné. 2, en général, c'est pas mal. Je sais pas combien vous êtes. On est 3. Tu lui donneras le contre-exemple, alors c'est bon qu'à 3, ça peut marcher. En tout cas, avec Guillaume, on a des rôles et responsabilités qui sont très bien définis. Même si on est jumeaux, on se ressemble, les gens peuvent nous confondre parfois, souvent. L'avantage, c'est que Guillaume, il est ingénieur et donc il s'occupe de toute la partie technique. Et puis moi, je m'occupe de toute la partie business et gestion de l'entreprise. Donc je suis CTO, on va dire. Ouais, exactement. Exactement. Et moi, CEO. Et donc les rôles et responsabilités sont très bien définis. L'avantage, quand on est frère, on peut aussi avoir une pleine confiance aussi quand on n'est pas frère. Mais en tout cas, quand on est frère, forcément, on a ce lien-là qui est... on peut se dire tout, en fait. Et on accepte de tout se dire et de tout entendre. C'est quand même un des gros avantages. Et puis, oui, je pense en tout cas de ne pas être seul, c'est quand même important. Parce que dans tous les cas, même que tu es cofondateur à 2 ou à 3, dans tous les cas, tu as quand même aussi un peu la solitude quand même du chef d'entreprise à certains moments. Parce qu'il y a des moments qui sont quand même très difficiles.
que tu dois affronter et que faut mieux être à plusieurs et se serrer les coudes et que tu as beau avoir des conseillers, en général les conseillers ils sont là aussi pour te vendre des prestations et donc quand tu es un expert comptable c'est super important d'avoir le très bon expert comptable mais pareil un bon avocat, être bien entouré en tant que chef d'entreprise mais dans tous les cas c'est toi qui prends la décision et puis c'est toi qui dois assumer en fait la responsabilité de tes Oui, in décisions. fine, c'est toi et toi-même, quoi. Ouais, exactement. Donc d'être à plusieurs, je pense que c'est très bien. Alors à trois, c'est très bien aussi probablement. Ouais, non, c'est sûr. Alors c'est vrai que peut-être, forcément, on dit que le plus gros facteur d'échec d'une jeune boîte, c'est les désaccords entre les associés. Donc plus il y a d'associés, plus il y a de risque de désaccord. Quand t'es tout seul, au moins, t'as pas ce problème-là. Mais t'en as d'autres. problèmes, Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire, je pense que t'en as d'autres. Moi, j'ai vraiment un grand respect pour les gens qui arrivent à créer des boîtes seuls parce que, comme dit Romain, c'est super dur déjà. C'est des exercices où tu passes par des phases hyper euphoriques. Et malgré tout, c'est bien les deux parce que c'est super intéressant de les partager. C'est encore plus fort quand tu les partages que quand tu es tout seul. Et des phases de down où si tu es tout seul, il n'y a personne qui va véritablement te comprendre dans le sens où, et comme tu dis, tu as beau être accompagné par que ce soit des investisseurs, des prestataires, même tes proches, ils le comprennent, ils te soutiennent, ils ont un rôle hyper important, mais un associé c'est assez différent puisqu'il voit exactement la même chose que toi. Donc nous effectivement on a une répartition des rôles aussi qui est assez claire par nos profils. Arnaud c'est un développeur, donc c'est notre CTO, il gère toute la partie technique, et après avec Hugo on se répartit le reste, mais on a des profils assez différents, et en plus on avait par le passé déjà travaillé ensemble avec Hugo, donc c'était un peu le début de notre association, de savoir qu'on était et amis mais aussi compatibles dans le travail. Moi je dis souvent que j'ai des super amis mais avec qui je pense que j'arriverai pas à monter des boîtes parce que on s'entendrait dans le travail. C'est sûr. Comme dans les colocs. Oui, ouais, exactement. Ouais. Mais non, c'est super important. Alors après, c'est pas toujours possible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui montent des boîtes seules, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un associé. Mais il y a des exercices qui sont durs, je pense, à faire seul. Enfin, nous, on a levé des fonds, c'est un exercice qui nous a presque pris 1 an, de bout en bout. Moi, je m'occupais plutôt de la partie levée de fonds, mais je sais que derrière, la boîte continuait de tourner, quoi. C'est parce que il y avait d'autres personnes qui étaient concentrées sur ça. Et d'ailleurs, ça t'aide aussi parce que quand tu vas voir un investisseur, tu le revois 2 mois après et tu lui dis, si les chiffres ils continuent de grossir, ils continuent de grossir puisqu'il y a 2 autres personnes qui continuent à faire tourner la boîte. Quand t'es tout seul, je pense que c'est vraiment des exercices qui sont très durs à faire seul. Ouais, non, donc bon, après, comme tu dis, il y a toujours des contre-exemples. Il y a des gens qui ont créé une superbe boîte tout seul et des gens qui ont fait d'énormes merdes à 90. mais bon, c'est important de pouvoir partager au moins ça. Donc, même ceux qui sont seuls, je pense, trouvent un moyen, peut-être différent, mais trouvent un moyen de le partager. Que ce soit avec des proches, que ce soit peut-être avec plus de mentors ou des mentors qui ont un rôle un peu différent. Mais en tout cas, il y a celui qui est seul et qui n'arrive pas à trouver un moyen de le partager, il explose au bout d'un moment. Et puis il ne faut pas se baser, je pense, que sur des compétences, il faut se baser aussi sur des envies, parce que des fois tu peux avoir des envies qui sont très différentes. Et très souvent, les boîtes qui s'arrêtent ou des associés qui se séparent, finalement, c'est qu'ils peuvent avoir d'autres attentes à d'autres moments. Il y a des gens qui sont à fond dans le lancement d'un projet, par exemple, et qui n'ont pas trop envie après de passer à l'échelle supérieure. Il y a des gens qui s'éclatent à différents moments, il y a d'autres qui vont réagir différemment face à l'adversité. Donc faut aussi, je pense, poser régulièrement autour de la vision de l'entreprise, de la place de chacun. Et ça, c'est important à faire dès le démarrage, en fait. Et pas de se dire, tiens, il y a cette personne-là sur le papier, tiens, elle peut apporter ça sur le papier, mais en fait, tant que tu lui as pas demandé ce qu'elle a vraiment envie d'apporter au projet, il ne faut pas présupposer ce genre d'informations. Ouais, complètement. Et chez Finisher, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois, du coup? Alors moi, Hugo, je le connais depuis longtemps. On a travaillé ensemble au Paris Saint-Germain. J'ai démarré ma carrière là-bas et on est arrivé à quasiment, je pense, 1 semaine d'écart au club. Donc assez vite, on est devenus amis et on a aussi travaillé ensemble au sein du club. Et Arnaud était une connaissance d'enfance d'Hugo. Moi, je ne le connaissais pas à l'origine, mais il nous a rejoint juste après qu'on ait démarré le projet. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu cette association tous les trois qui marche très bien. Super. Et d'ailleurs, vous faites Finisher Zero Motion Co, vous faites partie de la Sportec, tous les deux si je ne me trompe pas. Ça vous apporte quoi concrètement en fait? Souvent on me dit c'est pour un peu l'accès à des événements, la mise en avant. Est-ce que vous avez des exemples de ce que ça vous a apporté, par exemple, vous déjà, Motion Coach?
C'est surtout du réseau, je pense, Du réseau. qui est important, d'échanger avec d'autres entreprises dans le domaine. Ce qui est bien, c'est qu'on est rarement concurrents, en fait. Enfin, des entreprises, on est tous dans le monde du sport finalement, mais avec des modèles souvent très différents. Certains B2C, certains B2B, évidemment des verticales de sport très différentes. Certains sur des calendriers de course, d'autres sur la préparation. Donc c'est vrai que c'est assez. Parfois ça peut être complémentaire et donc ça se complète d'apprendre à se connaître. Et puis on est finalement un domaine. Alors souvent c'est un domaine qui est passion. Mais longtemps, alors je pense que c'est de moins en moins le cas, mais je pense que longtemps c'est un peu souffert en fait d'associer sport et business. Ça a souvent été des notions un peu contradictoires, presque d'une certaine manière. Et donc je pense que c'est important de montrer qu'on peut aussi faire des entreprises qui fonctionnent dans le monde du sport. Et je pense qu'on a plein d'exemples et la Sportec permet aussi ça, de montrer qu'il y a des entreprises qui atteignent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on peut avoir des entreprises qui fonctionnent avec des boîtes qui recrutent, etc. Et donc je pense que c'est aussi ce levier un peu inspirationnel qui est intéressant et toute cette émulation qu'il peut y avoir autour de la Sportec en France. Ou aussi c'est du réseau pour finir. Je suis complètement d'accord. À court terme, c'est effectivement du réseau, de la mise en relation avec des boîtes, avec ça peut être des institutionnels, des investisseurs, enfin peu importe, mais c'est vraiment une notion de collectif et de réseau. Et je pense qu'on a raison à plus long terme. C'est aussi de montrer que c'est un univers, une filière comme une autre. Il y a la medtech, il y a la fintech, il y a la foodtech. Et il y a eu un peu, effectivement, je pense que le sport a souffert de... Le sport, c'est un loisir, c'est un truc fun. Il n'y a pas de raison que ce soit une débouchée professionnelle ou que ça puisse faire des boîtes solides qui tiennent, qui lèvent de l'argent, etc. Et je pense que à petit niveau et dans le temps, ce collectif, il est aussi là pour montrer que si, c'est une filière comme une autre. Alors les JO ont peut-être fait du bien, ont montré que ça crée de l'emploi, etc. Mais moi je sais que quand je suis sorti d'école de commerce et que j'ai dit je vais aller travailler dans le sport, tout le monde m'a dit ouais mais non, va faire du sport si tu veux, mais va pas travailler dans le sport, ou alors va faire comme tous les autres, va faire du conseil, puis tu verras dans 10 ans si ça existe encore. Et je pense que voilà, il y a vraiment de la pédagogie à faire pour montrer que si, il y a des gens qui vont travailler dans la culture, il y en a qui vont travailler dans la grande distribution. Le sport c'est aussi un marché, c'est porteur et il y a plein de choses à y faire. Donc voilà, ça fait partie des choses qui contribuent à structurer cette filière et ce marché comme un marché comme un autre, qui a des acteurs solides, qui peut attirer des capitaux, des marques, etc. Donc c'est bien. Et puis autant de boîtes qui fonctionnent dans la Sportec et qui ne fonctionnent pas que d'autres domaines en fait. Il y a plein de domaines. Et nous, par exemple, dans le monde des applications, alors Hugo, tu travailles chez Joux, donc c'est une des sociétés justement qui est présente depuis longtemps et qui fonctionne, qui a trouvé un business model. Mais souvent, dans le monde des applications en particulier, en fait, il y a plein de projets qui ont été lancés, zéro business model derrière, donc ce qui fait que les boîtes s'arrêtent au bout de 2-3 ans. Et après, c'était pas forcément un bon exemple. Et du coup, les gens se disent tiens, encore une énième application, soit de running ou une énième application dans le sport. Ok, dans 3 ans, ça va s'arrêter parce qu'il y aura jamais, ils n'auront jamais généré 1 euro de chiffre d'affaires, ce qui est quand même très souvent le cas. Je dirais plus de 50% des apps dans le monde du sport, c'est souvent un projet passion. Oui, c'est hyper compétitif. Donc, comme tu dis, il faut trouver le bon business model, il faut savoir si tu centres. Parce que je sais que par exemple, Joux, ça a été pas mal centré sur du B2B, alors que généralement les applis, c'est pas mal de B2C. Donc, c'est aussi comment tu te positionnes par rapport à ça. Donc, en fait, je pense que quand on lance une appli, les gens ils se disent trop bien, j'ai ma propre appli, je vais ajouter mes fonctionnalités, j'ai plein de bonnes idées. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, en fait, une appli. C'est vrai que la passion, ça fait à la fois la force et parfois le danger de cet univers-là, parce que même d'un point de vue, je dirais, RH, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le sport parce qu'ils sont passionnés de sport. Mais ça peut créer un biais parce que personne va postuler chez Seb parce qu'il est passionné de casserole. Donc du coup, d'une certaine manière, ça permet de recentrer sur la compétence, là où le sport, on a l'impression que c'est aussi... ça mixe une passion et un métier, donc il faut faire la frontière entre les deux. Donc ça peut être aussi compliqué parfois. C'est pas parce que tu travailles dans une start-up sport que ça va être fortement très cool. Et que besoin potentiellement tu feras plus de sport avant des casseroles chez Seb. C'est bon. Je suis en train vraiment de faire aller dans les clichés sur Seb. Mais c'est vrai. Non mais en tout cas c'est vrai que ça peut... donc il y a eu beaucoup de préjugés, de clichés sur cet univers, et je pense que la Sportec c'est une initiative louable d'essayer de structurer ça et de montrer que
ça fonctionne, etc. Mais c'est vrai que les gens, je pense, ont du mal à se dire... Enfin, nous, ça va parce qu'on est dans une école sport-business, donc on comprend qu'il peut y avoir un business derrière, mais c'est dur des fois de voir un loisir comme une chose professionnelle, tout comme si on doit prendre vraiment les trucs récents, genre les streamers sur Twitch, enfin les gens qui vont faire du gaming sur internet ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont voir ça, ils vont se dire c'est un loisir, machin, ça peut pas être un métier. Et après, si tu regardes, si tu peux gagner de l'argent, machin. Mais c'est vrai que quand tu pars d'un loisir et que tu en fais quelque chose de plus business, c'est beaucoup plus dur à faire le lien par rapport à quand tu pars d'un truc qui est peut-être des fois même plus pénible, qui a l'air plus pénible, et du coup tu te dis ah c'est pénible, du coup ça génère du chiffre, etc. quoi. Mais je pense que c'est une Tu mentalité. peux avoir l'exemple aussi des magasins spécialisés en running par exemple. Il y a eu une grosse vague de beaucoup d'ouvertures parce qu'effectivement il y a eu le Covid, parfois une perte de sens de beaucoup de salariés qui se sont dit bah tiens j'adore le running donc je vais lancer mon magasin de running. Et en fait ceux qui fonctionnent bien, c'est pas que le plus passionné parce qu'en fait le plus passionné derrière il raisonne pas forcément avec la logique économique et si tu raisonnes pas du tout avec la logique économique, ta société elle s'arrête en fait en l'espace de 2-3 ans parce que tu as mal calibré les choses. Alors que évidemment quand tu montes ton magasin de running, il faut avoir quand même cette passion du running. Ça reste le dénominateur commun, mais ça ne doit pas être la seule compétence et ça ne doit pas être le seul référentiel en fait. Ouais. Et c'est ça la différence entre ceux qui fonctionnent bien dans les magasins de running et ceux qui ne fonctionnent pas bien. Ouais. C'est souvent cette fibre-là. C'est vrai, il faut faire quand même un minimum de marge et c'est pas un gros mot de gagner de l'argent dans le monde du sport. Si tu veux pérenniser une entreprise et avoir plus de salariés, tu es obligé de passer par le chiffre d'affaires. Ouais. Parce que nous on en connaît en fait des gens, forcément dans une école sport business, des gens qui veulent lancer leur magasin de running et tout, je pense à Rémi. Et justement, bah, il y en a beaucoup en effet qui sont passionnés de course à pied, etc. Et du coup qui vont lancer, ils aimeraient commencer leur magasin, des choses comme ça. Et ce serait ça du coup un peu le conseil peut-être que vous pourriez leur donner justement, c'est de ne pas oublier que oui il y a la passion, mais être passionné de sport ou de course à pied fait pas forcément la réussite après de ton entreprise. Il faut aussi avoir cette fibre business qui est bien présente. Oui, c'est sûr que, enfin, vraiment, faut savoir, faut structurer. La passion fait pas tout. C'est un univers de passion et donc forcément c'est important et c'est un supplément d'âme qui est hyper important et intéressant et qui peut permettre de faire sans doute plus que dans d'autres univers qui drive moins de passion et d'énergie que celui-là. Mais effectivement, il faut savoir aussi mettre des éléments rationnels de construire un projet de boîte, ça nécessite à un moment donné quand même de gagner de l'argent et un minima suffisamment pour pouvoir structurer sa boîte. Donc effectivement, il y a eu pas mal d'exemples, comme tu disais, de gens qui sont lancés dans des trucs, des idées d'ailleurs souvent très bonnes, hein, mais sans forcément avoir derrière un business model qui marche et qui fait que oui, ça peut même marcher en termes de produits, mais au bout d'un moment, s'il n'y a rien pour le maintenir et pour le faire vivre, ça va pas durer dans le temps. Quoi. Je pense que de bonnes idées. Ouais. Après, le fait de s'associer aussi, ça peut justement permettre de ne pas être focus sur une seule idée et d'oublier le reste. Comme vous avez tous des profils différents dans vos entreprises, ça permet de dire ah, mais on a peut-être oublié ça, on se focus là-dessus. Ouais. C'est aussi intéressant. Ouais. Puis c'est vrai que je pense le nombre de bonnes idées en fait qui sont passées à la trappe parce que ça n'a pas le bon business model, etc. C'est ça qui est compliqué, même surtout quand tu lances une app. Je pense qu'il y a le nombre d'applis où tu te dis ah c'est une trop bonne idée, machin, mais en fait si ça fonctionne pas, si tu trouves pas le bon business. En tout cas pour une appli, il faut que ça résolve un vrai problème et que tu aies une valeur ajoutée qui soit vraiment importante pour l'utilisateur, si c'était sur du B2C en tout cas. Si c'est comme on dirait du must have ou nice to have, si c'est juste du nice to have, ça marche ça peut être compliqué là. Ouais. Surtout, c'est un peu un sujet en France, je trouve qu'il y a beaucoup de startups nice to have justement qui sont vraiment intéressantes, que ce soit dans des démarches des fois RSE par exemple, souvent sont catégorisés comme ça, les startups RSE un peu, c'est du nice to have. Là où peut-être à l'étranger, aux États-Unis souvent, j'ai l'impression que ce qui est nice to have en France, aux États-Unis des fois serait vu en must to have. Ils n'ont pas peut-être la même culture, la même volonté dans leur ils ont aussi plus l'habitude de payer pour des applications. Tout ce qui est immatériel aux États-Unis ou globalement dans l'Europe du Nord, en fait, les gens sont prêts à payer aussi pour soutenir des entreprises et ils savent que derrière il y a un vrai travail. Encore dans le monde du numérique, les gens pensent encore que tout est gratuit, que le développement c'est gratuit,
que derrière il n'y a pas de salariés et que c'est tout automatisé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc je pense qu'il y a aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, c'est plus favorable en fait pour lancer ce type d'entreprise. Alors par contre, tu as des coûts marketing qui sont beaucoup plus élevés, donc c'est pas dire qu'en France c'est pas bien. Je pense que ceux qui veulent se lancer en France, ben, il faut le faire. Il y a un super écosystème, il y a une taille de marché qui est quand même super intéressante, mais il faut avoir en tête que c'est pas forcément simple en tout cas quand on développe ce type de projet. Ouais. Et vous, si on doit finir rapidement la première mi-temps, c'est l'internationalisation un peu de vos offres, etc. Pour finishers. Je sais pas si ça passe par là, mais voilà, vous mettez en avant aussi des courses qui sont à l'étranger, forcément. Ouais, c'est c'est un gros sujet de développement. Ça l'est déjà depuis un petit moment et ça l'est encore plus aujourd'hui. On a démarré de manière un peu concentrique par un calendrier français pour des gens qui sont francophones. On a assez rapidement référencé aussi des événements étrangers, toujours pour des francophones. Donc ça fait un moment qu'on commercialise des événements qui sont un peu partout en Europe. Et maintenant on a une plateforme qui existe en 14 langues. On a vraiment des gens qui viennent de partout, plutôt en Europe encore, parce que comme la plupart des événements sont européens, il y a quand même plus d'Espagnols qui vont faire le marathon de Rome que d'Argentins. Mais oui, c'est un vrai sujet de pouvoir développer de manière internationale parce qu'on constate les mêmes problématiques un peu partout. Parce que le running est super, a une chance, c'est que c'est un gros marché partout. Oui. C'est-à-dire que souvent, le rêve d'une startup, c'est les US, parce que les US, c'est le plus gros marché du monde. Bon, c'est quand même sans doute vrai sur le running, mais il y a quand même des gros marchés partout. C'est-à-dire que le Brésil, il court tout le temps, les Japonais, c'est des fans de course, la Chine, ils sont en train de développer des milliards de choses autour du running. Donc ça a un avantage, la course à pied, c'est que tous les marchés étrangers sont hyper intéressants. Donc il y a un énorme potentiel à l'étranger. Donc nous, c'est sûr que c'est un vrai levier de développement de pouvoir proposer ce qu'on essaie de proposer maintenant, on va dire au niveau européen, pouvoir encore potentiellement l'étendre à un niveau dessus. Même si, comme dit Romain, il y a des marchés où les coûts c'est pas les mêmes, où donc forcément, bon, derrière, il y a des logiques économiques qui sont différentes, et donc voilà, ça nécessite de les prendre en compte. Ok. Du coup, The Run Motion Coach, vous avez beaucoup d'utilisateurs, tu sais si tu as les chiffres de... Enfin, une idée de oui, c'est près un quart d'utilisateurs étrangers. Ouais. Ah oui, donc quand même, c'est déjà un beau chiffre. C'est déjà pas mal, ouais. Mais effectivement, même chose que Benoît. Au début, tu fais surtout sur tes marchés domestiques parce que c'est aussi, tu as plus de contenu, tu as une présence plus importante depuis plus longtemps finalement. Et des fois, ce qui n'est pas évident, c'est de savoir réellement la recette du succès dans son propre pays, parce qu'en fait il y a tellement de facteurs, c'est multifactoriel, ce qui fait que tu te dis tiens, ce qui a réussi en France, il faut essayer de le dupliquer dans un autre pays, mais c'est pas exactement ça. On n'a pas lancé aux même date, donc ce qui était vrai sur un marché en 2020 ou en 2025, c'est pas la même chose, même si c'est un marché qui est étranger. Donc ouais, c'est des sujets qui sont super challengeants. Et là on a l'application qui est disponible en 5 langues. En français, en anglais, en espagnol, en allemand et en néerlandais. Donc ouais, on essaye de s'internationaliser le plus possible. Ok, super. Écoutez, merci pour cette première mi-temps. Je pense qu'on va pouvoir passer à la causerie à la deuxième mi-temps et terminer après cet épisode.